très rapidement, je voulais bien sûr remercier BIS pour sa présentation. Donc on va avoir une table ronde sur l'embellie. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait titré cette table ronde « Entre déclin et rebond », point d'interrogation. Cette fois-ci, pour marquer le changement, on l'appelle l'embellie, mais avec un point d'interrogation. Donc effectivement, on est toujours sur une question sur le niveau de l'attractivité de notre pays. Je crois que le sondage de Brice est parfaitement éclairant. Je veux dire que nous, quand nous faisons notre baromètre sur l'attractivité, on avait constaté l'année dernière aussi une progression, mais pas forcément suffisante pour combler la différence avec nos concurrents principaux que sont l'Angleterre et l'Allemagne. Donc on va travailler autour de cette table ronde sur ce thème. Est-ce qu'effectivement on est dans une situation où les choses s'améliorent? Avec deux commentaires. Le premier qui a déjà été dit et qu'il est important de rappeler qu'il ne suffit pas de mesurer ce qu'on a fait de mieux, il faut surtout mesurer ce qu'on fait de mieux par rapport aux autres. La France est comme une entreprise aujourd'hui, elle est en concurrence sur le marché de l'attractivité des investissements. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de rythme des réformes, mais je pense que nous tous, en tant que chefs d'entreprise, quand nous sommes amenés à transformer nos entreprises, le rythme est clé. Et c'est bien là peut-être le sujet majeur de la question aujourd'hui de notre pays, c'est le rythme des réformes et que bien évidemment, on considère qu'il faut l'accélérer fortement si on veut être et redevenir un des pays les plus attractifs d'Europe. Voilà, Dominique, maintenant je te laisse la parole pour animer cette table ronde. Merci Jean-Pierre. En entendant Brice tout à l'heure, je pensais à une formule, vous savez, d'un ancien chef d'entreprise dans un grand groupe de médias, ça va mieux que bien. Non, ça va mieux, mais ça ne va pas encore tout à fait bien. Je résume un peu brutalement les conclusions de ce sondage, c'est un peu comme ça que je les ressens. Donc, on va avoir ces échanges maintenant sur eh bien, la réalité de l'amélioration vue par les entreprises étrangères en France. Donc, avec Françoise Bartoli, responsable d'AstraZeneca en France, avec Christophe Duron, qui est eh bien, le patron de Procter & Gamble France et Benelux, c'est ça, hein, et Fabrice Demange, qui est en charge de l'entreprise d'AIG sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Madame, messieurs, peut-être une toute petite question, et je vous demande 30 secondes avant, mais c'est vrai que l'actualité, là, vous me pardonnez de réagir en journaliste, dans vos entreprises, depuis vendredi, hier, aujourd'hui, quel est le climat? Est-ce que y a le climat ressenti par les salariés? Est-ce que vous avez eu des signaux de vos maisons mères qui sont donc à l'étranger? Est-ce que vous avez pris des mesures particulières de sécurité? Déborde un petit peu le cadre et on va le faire très très brièvement. Peut-être Françoise Bartoli. C'est surtout l'ensemble des collaborateurs d'AstraZeneca France, en tout cas, et leurs familles sont, comme tous les Français, absolument dévastés, absolument choqués. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à dire. C'est un état, on peut dire, de sidération. Je pourrais juste apporter un message peut-être sur la présidence du groupe, puisque notre CEO, Pascal Soriot, est français. Et donc, il a évidemment manifesté une très grande solidarité auprès de l'ensemble des Français, bien sûr, en tant que Français. Et on a reçu aussi, on a été très émus, avec une très grande solidarité de l'ensemble des personnes du groupe. Voilà, des 55 000 personnes qui travaillent dans le groupe. Donc c'était très, très touchant et très émouvant. Christophe Duron. Le climat, effectivement, est relativement difficile. Maintenant, je pense me considérer, entre guillemets, comme un président relativement chanceux, puisque aucune de mes équipes et leurs familles ont été directement touchées par les attentats. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises et pour toutes les sociétés. Je pense que c'est important qu'on ait une pensée aussi pour ces entreprises et sociétés qui, aujourd'hui, font le deuil d'un collaborateur, voire de plusieurs collaborateurs. Il faut avoir une pensée pour eux. Premier point. Nous, pareil, on a été très émus du soutien qu'on a pu avoir du monde entier. De la part de mes collègues de chez Procter & Gamble. Notre siège s'est mis aux couleurs de la France, a mis son drapeau en berne.
Je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui prouvent qu'effectivement, on reste unis dans l'adversité. Je finis juste quand même par une chose. Je voudrais remercier Christophe Demestre, parce que c'était important aujourd'hui de commencer par cette minute de silence. Je pense qu'on est tous choqués. Et c'est important, effectivement, d'avoir une pensée pour les victimes, les blessés. Et je voulais remercier Denis d'avoir maintenu, effectivement, cet événement aujourd'hui. Moi, je suis fier d'être là. Je suis fier de participer à un débat. Je suis fier de faire un échange, de donner des idées. C'est la force de ce pays, c'est ce qui donne de l'unité à ce pays, c'est ce qui donne des valeurs à ce pays, et c'est ce qui fait que ce pays est attractif. Des mesures de sécurité particulières? Oui, bien sûr, on a fait 4 choses. Bien entendu, pendant le week-end, vous vous assurez que vos gens sont effectivement sains et saufs, ce qui a été le cas. Je l'ai su dimanche soir, que 100% de mes équipes étaient saines et sauves. Ensuite, vous prenez des mesures de sécurité spécifiques, c'est sûr, et vous prenez 2 mesures spéciales qui sont effectivement du soutien psychologique. J'ai des personnes dans mes équipes qui ont besoin de soutien psychologique et d'écoute. Moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous de lundi et mardi et j'ai passé mon temps à parler avec mes équipes. Fabrice Demange. Donc, bonjour. D'abord, première réaction du siège aux États-Unis et à Londres dès vendredi soir dans la nuit. J'ai eu des appels de nos dirigeants. On a lancé un processus de ce qu'on appelle de call tree chez AIG, donc en fait qui me permet de savoir si nos employés sont sains et saufs. On a eu déjà dès le samedi 88% de réponses positives des salariés concrètement, 96% le dimanche et 100% le lundi. Ça a été suivi de très près par nos sièges en nous donnant tout le support qu'il faut. Et comme mes chers collègues, on a été tous très choqués. Les salariés on a beaucoup parlé lundi. On a fait aussi une aide psychologique avec une ligne téléphonique et des médecins avec qui les salariés pouvaient parler. Et forcément, renforcement de la sécurité de notre tour à la Défense. Voilà. Donc, c'est effectivement choquant, mais avec un processus AIG très rigoureux américain pour très très vite savoir si nos employés ont besoin de nous. Et ça a été très efficace. Merci. Jean-Pierre Le Tartre. Juste un petit mot, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Je voulais simplement dire que quand on a ce type d'événement, il faut bien voir que dans un groupe mondial, c'est maintenant très fréquent. C'est très fréquent qu'il y ait un pays dans le monde qui ait ce type d'attentats. Et pas simplement dans les pays développés, et pas simplement dans les pays, Grande-Bretagne, aux exactement. États-Unis. Et donc il faut avoir conscience aussi quand on a, c'est qu'effectivement on souffre, mais que tout le monde souffre à un moment ou à un autre dans le monde aujourd'hui. Merci. Françoise Bartoli, on va revenir sur la question de la compétitivité. Comment mesurez-vous si les choses, le climat, l'attractivité s'est amélioré en France depuis un an, depuis la dernière édition de ces États de la France? Quels sont un petit peu vos indicateurs et votre propre sentiment au-delà du sondage donc, qui vient d'être présenté? Alors, votre question, c'est est-ce que la France est plus attractive et comment on le mesure? La mesure est peut-être un élément qui est un peu compliqué. On a des indicateurs de chiffre d'affaires, on a des indicateurs d'accès au marché de l'innovation. Mais je voudrais tout d'abord donner le contexte. On a un secteur de la santé qui est hautement stratégique et simplement vous donner quelques chiffres clés pour que les personnes aient en tête de quoi on parle. On parle de 300 000 emplois directs et indirects en France. On parle de 25 milliards d'euros d'exportation et on parle de 5 milliards d'investissement de R&D, en recherche et développement, pardon, c'est notre jargon, chaque année. Donc l'intérêt stratégique du secteur, il a toujours été très hautement souligné par l'ensemble des responsables politiques et l'ensemble des responsables, évidemment, économiques. Alors, quand on regarde le rapport de l'attractivité que vient de publier Ernst & Young, on se rend compte vraiment que la santé est bien évidemment, et sans surprise, un des 3 grands moteurs d'attractivité pour la France. Donc, la mesure, on peut la regarder par rapport déjà aux grands chiffres de l'industrie. Alors, on a un discours qui est un discours politique, un discours économique qui est extrêmement, j'ose dire, dynamique, parce qu'il y a une vraie volonté de faire bouger les choses, et en même temps, on a un cadre administratif et on a également une régulation
avec un secteur aujourd'hui qui souffre terriblement d'une contrainte réglementaire et d'une lourdeur administrative très importante. Donc, le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique est en involution et depuis les 2 dernières années, et ne s'est pas amélioré cette année, on est en involution à peu près sur un marché global de -1, -2%. Donc, et surtout, les exportations, le dernier chiffre que nous avons est que ces exportations au global auraient baissé de 9 milliards à 6 milliards. Donc, mais est-ce que c'est spécifique à la France? C'est tout à fait spécifique à la France. Ouais. C'est tout à fait spécifique à la France. Donc on a quand même quelques indicateurs qui ne sont pas très positifs actuellement. Alors, en termes d'investissement, en tout cas pour AstraZeneca France, est-ce que la politique d'investissement du groupe a été forte cette année? Oui. Elle a été très importante, elle se chiffre en centaines de millions d'euros d'investissement. Pourquoi? À la fois en termes de recherche et développement, à la fois en termes industriels, et ce pour une raison unique, qui est l'expertise académique de la France. Cette expertise académique, elle est unique. Il faut rappeler quand même qu'il y a 821 essais cliniques en France qui sont menés chaque année, dont 70% par les laboratoires pharmaceutiques, donc une puissance de feu de recherche fondamentale, de recherche clinique qui est tout à fait remarquable. Donc on a un terreau qui est exceptionnel, et ce terreau, il ne faut pas le gâcher. Donc pourquoi le groupe investit? Pour une raison d'expertise académique et d'expertise industrielle qui est remarquable. Et il y a 2 éléments qui quand même sont plutôt favorables. On va dire que le premier est évidemment la politique d'incitation des pourvois publics sur tout ce qui est partenariat public-privé, qui est quand même assez facilité. Et le deuxième élément est bien évidemment l'institution du crédit impôt recherche, qui est pour nos groupes quelque chose de très positif. On va revenir effectivement sur les mesures en détail qui ont été prises par le gouvernement, les diverses lois, ou le CICE, le pacte des responsabilités, la loi Rebsamen, la loi Macron, etc. D'abord, un diagnostic d'ensemble. Peut-être, Christophe Duron, vous chez Procter, est-ce que vous avez constaté, d'abord peut-être dans vos décisions, les décisions que vous avez prises, est-ce qu'il y a un changement à la fois d'état d'esprit et de prise de décision? Oui, pour répondre à votre question, je pense que globalement, les choses se sont améliorées concernant l'attractivité de la France. Est-ce que les réformes vont assez loin? Probablement pas. Est-ce qu'elles vont assez vite? Probablement pas. Mais il faut voir les choses d'une manière positive. Globalement, ça va dans le bon sens. Ça a été encore remarqué ce matin par notre ministre, expliquant qu'effectivement, on voit les premiers bénéfices qui commencent à arriver. Que le ministre dise que les choses vont dans le bon sens, ce n'est pas complètement surprenant. Très bien, mais alors moi je vous le dis aussi. Vous le dites aussi. Alors moi je vous le dis aussi, effectivement, le coût de la main-d'œuvre en France commence à être légèrement plus compétitif que celui de l'Allemagne. On voit effectivement certains bénéfices économiques arriver. On voit qu'il y a une inflexion du gouvernement à drastiquement simplifier, comme la loi Rebsamen. Est-ce que la loi Rebsamen est parfaite? Certainement pas, mais il y a des choses qui vont dans la bonne direction. Maintenant, si je regarde ça dans un œil un peu plus Procter & Gamble, aujourd'hui, on voit l'attractivité de la France tous les jours. Je vais vous donner 2-3 petites anecdotes. Vous voyez, par exemple, il y a 2-3 ans, on a inventé un produit, une révolution technologique en matière de lessive, que je pense bon nombre d'entre vous aujourd'hui utilisent, qui s'appelle les pods. Bon ben voilà, les pods, c'est quoi? C'est 8 ans de recherche sans scientifique, et c'est produit en France, c'est produit à Amiens. C'est une révolution technologique qu'on exporte dans plus de 50 pays. Donc on exporte. Reprécisez peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'au bout, quelle est cette révolution et cette innovation de rupture? Bah, ça s'appelle. Non, on ne va pas rentrer dans des détails technologiques ce matin. Lessivier. Mais voilà, ces petites pods sont effectivement une façon de faire la lessive beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait faire de par le passé. Donc cette révolution-là, elle est fabriquée en France, elle est fabriquée à Amiens, et on l'exporte dans plus de 50 pays dans le monde aujourd'hui. Donc l'attractivité, on la vit tous les jours. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si vous vous rasez avec un rasoir Flexball, mais en tout cas, le rasoir Gillette Flexball, il a été lancé en même temps que les États-Unis l'année dernière. Il y a 10 ans, on devait attendre 1 an, 2 ans avant que ça soit lancé, etc., etc. Donc nous, l'attractivité, on la voit et on la ressent d'une manière très, très présente chez P&G. Je finirai quand même juste par une chose, et ça fait le lien avec ce que l'on peut voir dans les résumés qu'on peut avoir des différents questionnaires comme il a été présenté ce matin. Moi, je trouve que, et c'est un point qui est un petit peu plus personnel, je trouve qu'en France, on a quand même cette petite tendance à voir les choses plutôt vers à moitié vide que vers à moitié plein.
Je ne sais pas si c'est un sentiment, enfin, je sais pas si c'est une approche qu'on a qu'effectivement de nourrir ce sentiment un petit peu de déclinisme économique ambiant. Moi, je pense que, comme tous les pays, la France, elle a des atouts et elle a des inconvénients. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays, une petite cinquantaine à peu près, et je me souviens quand je montais des business dans certains pays, alors oui, j'avais un marché du travail qui était très flexible, très souple, mais à côté de ça, j'avais des infrastructures, une stabilité des institutions. Dans quel pays vous avez travaillé pour qu'on ait une idée? Beaucoup, l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, donc voilà, donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vous dis beaucoup. Et voilà, effectivement, dans certains pays, donc, comme je vous le disais, j'avais d'un côté un marché très souple, très flexible, et de l'autre côté, voilà, des infrastructures, stabilité d'institutions ou éducation, productivité, qui était un vrai handicap. Donc pour moi, quand on regarde l'attractivité d'un pays, quand on fait la photo de l'attractivité d'un pays, on la fait photo grand angle, parce que sinon on a une vision restreinte des choses. Voilà. Mais est-ce que vous diriez que les milieux économiques dans leur ensemble sont un peu adeptes du French bashing? Est-ce que vous seriez un peu en train de nous dire ça? Alors, je ne pense pas que les milieux économiques adeptes du French bashing, je ne pense pas. J'y reviendrai peut-être plus tard. Je pense pour moi, mais j'y reviendrai plus tard, mais pour moi, il y a une différence fondamentale, et c'est peut-être ce qui me surprend, une différence fondamentale entre la perception que peut l'on avoir de la France et la réalité. Moi, mon job, aujourd'hui, un de mes jobs, c'est de vendre la France. Et comme ça a été dit aujourd'hui, moi, je vends la France par rapport à des concurrents qui sont mes collègues en Allemagne, en Angleterre et autres. Ça fait partie de mon job. Et c'est vrai que la première des choses que je fais, c'est de remettre au même niveau la perception et la réalité. Parce que oui, c'est vrai, en France, les Français, ils sont plus productifs que les Allemands, ils sont plus productifs que les Anglais. La France, c'est le premier pays en matière de création d'entreprises, etc., etc., etc. J'y reviendrai plus tard. Mais pour moi, c'est plus ça. Effectivement. Je ne ressens pas du French bashing, en tout cas chez P&G, absolument pas. Je ressens plus, effectivement, un petit décalage de perception entre la réalité de ce qui se passe et effectivement l'image qu'on peut avoir. Donc ça fait partie de notre job de réduire ce décalage, voire de l'éliminer complètement. Merci Fabrice Demange. Le diagnostic général, votre impression d'ensemble, le tableau. D'abord, comme Christophe, moi ça faisait 15 ans que j'étais à l'étranger, je suis arrivé il y a 2 ans pour prendre AIG France. Puis comme Christophe, moi je préfère, comme tu sais, le verre très plein que vide. Et je suis d'accord avec ton pronostic. Moi je constate qu'il y a eu des réformes, que ça s'améliore, qu'on va dans le bon sens, mais on n'en est pas encore là. Un exemple concret que je vis à IG, quand on parle avec le siège à New York et à Londres et les projets qu'on veut faire. Moi, je vois IG en France, on parle juste, par exemple, de flexibilité du travail et congés. Moi, les employés d'AIG France ont 6 semaines de congés payés. Entre cadres et non-cadres, ils ont entre 5 jours et 8 jours de RTT en plus. En moyenne, il y a 5 jours fériés chômés et 2 jours pont employeur, convention collective, assurance. En gros, ça fait 9 semaines de vacances. Alors quand en plus vous rajoutez ça, que généralement les gens prennent beaucoup au mois de mai parce qu'il faut solder les congés, qu'il y a le juillet-août et que vous travaillez avec les sièges aux États-Unis, à Londres sur des projets, qu'au mois de mai, il y a la moitié des équipes françaises qui ne sont pas au call, aux vidéoconférences parce qu'ils ne sont pas là, ça pose quand même une réalité compliquée pour bien servir nos clients, d'abord, parce qu'on a des sinistres et des backlogs au mois de mai d'un seul coup qui explosent, au mois de juillet-août qui explosent, et par rapport à nos sièges sociaux et à l'image de perception, il y a un vide. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tant que dirigeant, je me bats et c'est compliqué. Et c'est pour ça, après, que quand il y a des projets, on veut parler de productivité, on crée des centres de services partagés, c'est rarement en France. Et ça détruit un petit peu de l'emploi. Et en termes d'image par rapport à notre attractivité, que ce soit aux États-Unis, à Londres, me concernant, c'est toujours des sujets faciles au French bashing. Voilà, ça c'est un exemple concret que je vis. Donc on va dans le bon sens, mais encore quand même des réalités de flexibilité de travail qui sont importantes à améliorer. On va dans le bon sens, mais depuis 1 an, il me semble que le nombre de semaines de congés ou de jours fériés n'a pas diminué. Ça n'a pas changé, ni l'RTT. Sauf si quelque chose m'a échappé. Voilà. Non, on a toujours 9 semaines, en tout cas, c'est 8 à 9 semaines chez nous. Et c'est bien, mais en même temps, voilà, ça fait un décalage par rapport à la vie économique qui se passe dans le monde. 9 semaines, mais en Allemagne, les journées de travail sont peut-être plus courtes, non? Je ne le vois pas comme ça, trop, en fait. Non. Jean-Pierre Le Tartre. Non, votre regard, EY, ce qui a changé. Oui, je pense qu'on le constate et on le voit dans nos différentes études, effectivement, des transformations. Moi, mon souci à chaque fois, et
permettez-moi de le répéter, mais parce que je pense que c'est clair, c'est que les autres bougent aussi, quoi. Les autres pays européens avancent et avancent vite. Et donc, récupérer le retard, c'est un enjeu majeur. Et donc, je pense que, au fond, l'esprit, les mesures, les discours sont dans le bon sens, mais la mise en œuvre n'est pas assez rapide par rapport au retard accumulé et par rapport au fait que les autres courent et courent vite. Et c'est ça l'enjeu. Et dans un monde qui se mondialise de plus en plus, le sujet est encore plus sensible et important qu'il ne l'était il y a quelque temps. Donc le besoin d'aller plus vite est clair et je le réinsiste dessus. Alors, on va peut-être rentrer maintenant dans le dur des réformes qui ont été faites quand même depuis un an. Donc le CICE est antérieur, crédit d'impôt compétitivité est antérieur, mais le pacte de responsabilité l'a amplifié, a rajouté des allègements de charges, dont une partie devrait entrer en vigueur au 1er janvier et qui a été reportée au 1er avril. Mais au total, il y a quand même pas mal de milliards sur la table. Il y a eu la loi Rebsamen sur les instances sociales dans les entreprises. Il y a la loi Macron. Est-ce qu'un certain nombre de choses ont changé 2-3 points d'application dans la vie de vos entreprises et donc ont été plutôt dans le bon sens, ou comment est-ce que vous mesurez les efforts faits par le gouvernement sur ces points-là? Françoise Bartoli, est-ce que dans votre entreprise, chez vous, quelque chose a changé? Alors c'est compliqué, tous les décrets ne sont pas parus, non, il y a toujours des délais d'installation. De manière plus générale, si vous voulez bien, et puis peut-être que ça vous donnera je l'espère, une perspective. En fait, le cœur du métier d'AstraZeneca, c'est l'innovation thérapeutique. Donc en fait, on va pouvoir apprécier les réformes par rapport à ce qu'elles peuvent apporter sur la santé. Et on a là, en fait, un énorme dilemme. Le dilemme, c'est qu'on a, comme je l'ai précédemment dit, des réformes, un discours volontariste, un discours qui est positif, un discours qui encourage l'innovation, qui encourage la recherche parce qu'elle est hautement stratégique pour l'État et que c'est évidemment... Et en même temps, on a, comme je l'ai dit aussi, des organismes payeurs qui, en fait, aujourd'hui, alimentent une véritable défiance vis-à-vis de notre industrie. Donc ce dilemme, il est catastrophique en France et il est beaucoup plus marqué que dans d'autres pays. Donc plus spécifiquement, nous sommes aujourd'hui vus par des administrations qui nous considèrent avant tout comme un centre de coûts, comme un centre de dépenses, au lieu de voir, chez nous, sur l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, une source de croissance économique absolument formidable. Donc il y a cette dichotomie d'avoir une politique très court-termiste de gestion du PLFSS, par exemple, alors que nous attendons une politique véritable de santé qui mesure l'efficience de nos innovations thérapeutiques dans l'ensemble, par exemple, d'un parcours de soins. Donc oui, il y a des mesures. Ces mesures sont-elles adaptées? À mon sens, non. Il nous faudrait de véritables mesures, des mesures structurelles sur le parcours de soins. Là, je vous parle de l'innovation thérapeutique, puisque je suis interrogée en tant que Françoise Bartoli, présidente d'AstraZeneca. Je peux éventuellement parler aussi en tant que LIR, qui sont les 16 laboratoires internationaux de recherche, puisque nous sommes ici dans un parterre de sociétés internationales. Et nous avons réellement cette problématique court-termiste dans les réformes. Nous, on attend de véritables réformes structurelles. Ces réformes, ce sont des réformes long terme et elles demandent, croyez-moi, beaucoup de courage parce qu'elles peuvent bousculer un certain nombre de principes qui sont très installés aujourd'hui en France. Vous dites court terme. À moyen terme, il y a quand même le crédit d'impôt recherche qui fonctionne depuis plusieurs années, qui est, dit-on, un instrument particulièrement puissant et, dit-on aussi, un instrument plutôt unique en son genre, en tout cas tout à fait puissant par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays. Est-ce que vous confirmez ce point? Je le confirme tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a un accès rapide à l'innovation en France? La réponse est oui, par rapport à un système d'ATU, c'est-à-dire d'autorisation temporaire d'utilisation, qui permet heureusement à l'ensemble des Français de pouvoir bénéficier très rapidement dans la prise en charge de leur maladie de révolution thérapeutique, oui. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une politique
globale de santé, avec des réformes structurelles qui permettent de pouvoir répondre aux déficits de la sécurité sociale tout en offrant aux patients français le meilleur de nos pipelines à venir. Et pour donner le seul exemple de l'oncologie, il faut savoir quand même que dans le monde aujourd'hui, il y a 1000 molécules d'oncologie qui sont en développement. 1000. Est-ce que la France est prête à accueillir cette innovation de rupture tout en répondant au déficit de la sécurité sociale? La réponse est non, parce que nous avons des réformes qui sont court-termistes et nous n'avons pas des réformes structurelles du système de soins qui permettent de mesurer l'efficience de l'innovation par rapport à ce qu'il apporte en termes sociétal et en termes économiques. Je veux parler de là. Au-delà du bénéfice d'un médicament, quel est son impact sur la qualité de vie du patient, quel est son impact sur la longévité du patient, et quelle est de la longévité qu'il peut avoir, et quel est son impact, excusez-moi, sur une meilleure productivité au sein de la société. C'est ça qui est important. Si je comprends bien, est-ce que vous nous dites qu'en ce moment, en France, donc 5e puissance mondiale, il y a un certain nombre de molécules qui ne sont pas testées parce qu'elles représentent un coût aux yeux de la sécurité sociale trop élevé? Quand vous dites qu'il y a 1000 molécules en cours de développement en oncologie, est-ce qu'il y a un certain nombre de pistes qui ne sont pas explorées dans les hôpitaux français? Pas du tout. Excusez-moi, j'ai du mal m'exprimer, donc je vous prie de m'en excuser. Non, mais c'est une précision qui me paraît importante. Voilà, c'est très important. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la France, en termes de recherche et développement, est à la pointe de l'expertise académique. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, par un système d'autorisation temporaire d'utilisation qui est spécifique à la France, les patients français peuvent aujourd'hui bénéficier des meilleures innovations. Mais la France ne se prépare pas à demain. Or, quand on voit par exemple l'évolution spectaculaire de l'oncologie avec l'immuno-oncologie, et c'est aujourd'hui, on a une accélération de nos pipelines qui est extrêmement prometteuse. Comme disent les Américains, the pipe is back, c'est exactement ce qui se passe. La France n'est pas prête aujourd'hui en termes de financement de l'innovation, en termes de réformes structurelles, à la fois pouvoir financer les innovations qui arrivent et à faire face au déficit de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que les réformes structurelles dont elle a besoin ne sont pas mises en place. Est-ce que vous pouvez citer un exemple d'une réforme structurelle qui devrait être mise en place dans votre domaine, bien sûr? Une réforme structurelle, c'est tout simplement mettre en place des parcours de soins avec un financement du parcours de soins au sens large. Alors, et non pas en silo, et non pas avoir en silo une enveloppe pour les dépenses de ville, une enveloppe pour les dépenses hospitalières, une enveloppe pour les ALD, une enveloppe pour les... Bon, etc., etc. D'accord, très bien. On y reviendra peut-être. Fabrice Demange, vous, l'analyse que vous pouvez faire des mesures qui ont été prises, alors je ne sais pas si vous pouvez me dire, le CICE, ça représente quoi pour un groupe comme le vôtre? Non, hein, vous n'allez pas le dire. Non, bon. donc, non mais c'est vrai que... je peux vous le dire. Je peux vous dire pour le service financier et assurance, le CICE, c'est pas zéro, mais très, très, très minime. Moi, j'ai moins de 100 000 euros d'impact sur les charges sur le CICE. Donc c'est normal, on est une société d'assurance, j'ai plutôt de la main-d'œuvre qualifiée cadre, donc c'est vrai que ça n'a pas d'impact. Mais pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu des points positifs, et je vais encore prendre un exemple très concret à IG. Chez nous, on a dû, parce qu'on est passé de filiale à succursale, on avait un grand service comptable et financier, et aussi par la volonté du groupe de faire des centres de services partagés pour des gestions de sinistres à faible valeur ajoutée, à petit montant. Par exemple, on assure le programme affinitaire, par exemple, on décide de faire des centres de services partagés. À côté, on continue une croissance, on croît à peu près de 7% en risque entreprise, on assure 39 entreprises du CAC 40, ça marche bien. Mais malheureusement, tous les comptables que j'ai et les gens qui travaillent au sinistre pour ce qu'on appelle les sinistres express, vous ne pouvez pas les garder, pourtant j'embauche beaucoup en souscription parce que l'activité marche. J'ai dû donc faire un plan social. La loi a permis d'écourter le processus du plan social. Bonne nouvelle, ça va plus vite.
pour faire actionner la machine et continuer. Malheureusement, quand même, quand on sent les données, malgré cette loi, nous, on a annoncé un plan social le 3 septembre 2014. On a eu 3 mois de discussion avec des partenaires sociaux qui ont été assez compliqués et assez chers parce que des demandes d'expertise, d'audit est compliqué. Pas de dialogue avec nos partenaires sociaux syndiqués parce qu'en gros, le seul dialogue qu'on me demandait, c'est vous enlevez totalement le plan social ou sinon on ne discute pas. C'est un projet mondial, ce n'est pas un projet AIG France. On a eu après une période de 1,5 mois pour la phase de volontariat sur les catégories professionnelles impactées. On a eu la validation, enfin avant la validation de la directe le 16 janvier, les premiers reclassements. Dans toute cette période déjà, je n'ai pas pu embaucher. Alors que moi en souscription, j'avais besoin d'embaucher parce que l'activité, encore une fois, croît de 7%, mais j'étais bloqué. Donc appel au CDD et surtout des équipes qui se retrouvent un peu coulées parce que des gens qui partent avant ou pas, et moi je ne peux pas embaucher. Après, on a eu la directe qui a validé. Malgré ça, nos partenaires sociaux ont voulu attaquer au tribunal administratif ce jugement. On a gagné en première instance. Le 4 août, ils ont fait appel. Et là, on vient de regagner. Pourtant, les salariés ont fait des pétitions, un volume assez important, contre l'action de nos syndiqués. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les processus sont écourtés. Oui, théoriquement, ça doit pouvoir être fait en 3 mois. Dans la pratique, ça a été quand même très douloureux. Ça a duré quand même plus d'1 an. Et expliquer ça aux sièges sociaux en expliquant qu'il y a un CE, il y a un CHSCT, qu'eux sont d'accord, mais que nos partenaires sociaux syndiqués ne sont pas, qu'ils attaquent et tout, c'est pas facile. Donc la loi Rebsamen n'est pas allée, selon vous, soit elle n'est pas encore totalement appliquée, soit elle n'est pas allée assez loin. Elle n'est pas allée assez loin, elle n'est pas assez allée loin sur le dialogue social, et elle n'est pas assez loin, par exemple, sur le fait qu'on puisse plus embaucher pendant cette période-là. Il y a des choses qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Ça allait dans le bon sens, 3 mois, théorique, c'est bien, mais en fait, dans la réalité, ça a duré 1 an, et c'était compliqué, alors que c'est une société qui marche bien, qui fait de la croissance. On faisait juste une mutation, et malheureusement, on ne peut pas demander à des comptables de devenir souscripteurs en responsabilité civile. C'est des métiers qui sont complètement différents. Christophe Duron. Ouais, très rapidement, par rapport à votre question, c'est assez difficile de faire le bilan des réformes qui sont décidées, mais pas encore mis en place, pas exécutées. On fait un bilan quand les choses sont mises en place et effectivement, on porte un jugement. Et c'est je pense, pour ça, le point qui est fondamental aujourd'hui et qui a été mentionné par le ministre en début de séance ce matin, la différence entre le monde politique et le monde de l'entreprise, la différence, c'est le tempo. Nous, dans l'entreprise, on parle en heures, en jours, en semaines. Le monde politique parle en semaines, en mois, en années. Le tempo et cette différence est effectivement le point d'amélioration. Les réformes doivent s'améliorer. Il y a des bonnes choses qui ont été décidées. Elles doivent être appliquées beaucoup plus vite. Ça a été dit ce matin. Pour moi, c'est ça le point, effectivement, en plus, qui doivent être améliorés. Mais porter un bilan sur des choses qui n'ont pas encore été mises en place, c'est quand même un petit peu difficile. D'accord. Alors, on va maintenant regarder un petit peu, prendre un petit peu de champ et regarder ce que vos maisons mères pensent de le regard qu'elles portent sur ce qui s'est passé en France, donc depuis 1 an, 2 ans, un peu plus maintenant. Donc on se souvient les textes des appels de la France il y a 2 ans avaient été très difficiles. Il y avait des réunions avec François Hollande qui étaient un petit peu compliquées. Les choses vont mieux, on le voit. Est-ce que vos maisons mères sont sensibles à ce qui a été fait et ce qui a été fait? Est-ce que ça se sent soit dans les décisions, vous en avez un peu parlé, mais soit dans l'image que projettent vos activités françaises? Alors on va reprendre avec Françoise Bartoli. Nous avons maintenant nos habitudes. Quel est un petit peu le regard de votre maison mère? Gardons nos habitudes, c'est toujours bien de temps en temps. Pas pour ça, quand même. Donc, alors quel est le regard de la maison mère? Elle ne change pas sur la partie talent, et c'est ça qui est important. C'est ce que je vous ai dit, hein, dans un laboratoire dont l'innovation est le cœur de métier. Ce qui est important, c'est l'expertise du monde académique, la manière dont on travaille avec eux et évidemment le regard des collaborations rapides que l'on peut mettre en place. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec les partenariats publics-privés qui nous l'ont facilité. Donc pour le groupe qui investit énormément en France, notamment dans certaines aires thérapeutiques, c'est quand même extrêmement précieux. Donc il faut voir ça. Après, plus récemment, est-ce que le groupe se rend compte de changements
par rapport au droit du travail, etc., et un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre, non. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la France manque quand même de visibilité et de lisibilité, et que ce système reste quand même assez complexe. Donc en fait, la difficulté que l'on peut avoir par rapport à nos maisons mères, c'est cette espèce de contradiction entre une France de talent, parce qu'ils ont vraiment l'image d'une France très talentueuse, et en même temps, enfin, dans le domaine scientifique tout particulièrement, cette espèce de défiance qu'on n'arrive pas à vraiment, que l'on n'arrive pas, entre guillemets, voilà, à traiter, à changer vis-à-vis de notre industrie. On a une image qui est malheureusement pas du tout au niveau de ce qu'elle devrait être quand on voit l'impact absolument magnifique qu'apportent les laboratoires pharmaceutiques, à la fois en termes de santé, sociétale, économique et moteur de croissance. Donc c'est quand même très décevant. Et le dialogue en particulier avec le ministère de la Santé est très faible. Le dialogue que l'on peut avoir avec certains acteurs, certains ministères est très important et vraiment un dialogue qui est très précieux. Et il y a toujours cette défiance du conflit d'intérêts qui, pardonnez-moi, je vais être peut-être un peu cash, me paraît totalement obsolète, totalement déplacé et enlève une façon de travailler main dans la main qui pourrait apporter des solutions beaucoup plus efficientes. Vous pouvez être plus précis sur ce point concret? Tout simplement par rapport, je pense que nous sommes reçus, mais nous sommes reçus du bout Non, sur le conflit d'intérêts. Vous appelez à une évolution des textes. Le ministère de la Santé, sa préoccupation principale, et c'est tout à fait normal, c'est bien entendu la sécurité sanitaire en France. Réfléchir sur un système de santé qui va permettre d'offrir l'innovation thérapeutique qui arrive dans les pipelines des grands laboratoires internationaux à 10 et 20 ans, c'est une problématique qu'ont les grands groupes internationaux, ce n'est pas une problématique qu'a le cabinet ministériel aujourd'hui, parce qu'il va réfléchir sur le PLFSS qui va être mis en place sur le coût du médicament et sur l'accès à l'innovation pour l'année qui vient. Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Voilà. Mais moi, on s'en moque. Ce qui compte, c'est que tout le monde comprenne. Moi, Non, mais pour savoir si j'ai été claire. Ah oui, très. Je pense, oui. Je pense. Jean-Pierre Letarte. Donc, donc il y a, comme on le disait précédemment, il y a un espace-temps qui n'est pas tout à fait le même. Donc, nous, on travaille sur des plans à 20 ans et des plans à 10 ans et une visibilité, une lisibilité du système pour comprendre quel sera le prix et quel sera l'ensemble des enjeux que nous allons pouvoir avoir en France. Et à côté de ça, on nous parle du PLFSS et de mesures lourdes, compliquées, avec un taux W, un taux L, bon, qui ne sont pas aujourd'hui, on ne va pas expliquer ça aujourd'hui, mais qui sont très complexes. Merci. Jean-Pierre Letarte. Oui, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui l'image ait encore fondamentalement changé de la perception de la France par l'ensemble des groupes internationaux. Pour moi, la question qui se pose, c'est, dans chacun de nos groupes, c'est est-ce que la France pèse dans les décisions du groupe? Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, la France est encore un grand pays dans beaucoup de groupes internationaux. Pour des tas de raisons. D'abord par la taille du marché, par ce que vous disiez sur la qualité des talents, de l'innovation, de la recherche, par aussi le fait qu'il existe de très grandes entreprises françaises qui sont des acteurs mondiaux, en espérant qu'ils le restent. Une petite parenthèse, quand même, on parle d'attractivité de la France, mais il y a l'autre côté du miroir. On a quand même vu l'année dernière, quelques grands groupes français qui restent des grands groupes, mais plus vraiment français. Et la question des centres de décision est un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Donc la substance du pays compte aussi sur ces grands groupes. Et donc la France est encore un pays qu'on met autour de la table, dans les boards, dans les instances de décision. Est-ce que ça va durer?
C'est ça le vrai sujet. Le jour où la France sera déclassée et ne sera plus dans les boards mondiaux, eh bien là, la question de l'attractivité de la France sera vraiment en danger. Et donc, on doit se battre là-dessus. Et c'est vrai que là aussi, excusez-moi de redire ça, il y a vraiment urgence. Parce qu'autour de la table, on va avoir toujours l'Angleterre, on va avoir l'Allemagne, on va avoir un certain nombre de pays qui sont plus émergents mais bien émergés. Et puis après, il ne faudrait pas que la France, au fond, soit autour de la table comme l'est aujourd'hui tout simplement l'Espagne et l'Italie, qui ne sont pas forcément autour de la table des boards. Merci Christophe Durand, Fabrice Demange. Le regard de vos maisons. Rapidement, la perception de ma maison mère, moi c'est avant tout l'image que je vais donner de ma filiale, plus les résultats que je vais obtenir avec mes équipes, c'est évident. L'attractivité, il y a trois choses. L'attractivité, ça se mesure avec trois choses, en tout cas chez nous, les résultats, le potentiel de votre pays et effectivement la simplicité des modes opératoires. Est-ce que c'est facile, oui ou non, de faire du business en France? Je vous ai parlé tout à l'heure de distinguo. Il y en a deux à faire. Le premier, c'est effectivement, et je ne vais pas le répéter, le distinguo qu'il y a à faire entre la perception et la réalité. Je ne vais pas y revenir. Le deuxième distinguo qu'il faut faire, c'est la différence qu'il y a d'image entre la France et les Français. Je suis absolument convaincu aujourd'hui que l'atout numéro un de la France, et ça a été dit un petit peu ce matin, ce n'est pas ses infrastructures, ce n'est pas la stabilité de ses institutions, etc., etc., ce sont les Français. Les Français sont dynamiques, pragmatiques, créatifs, résilients. Il ne faut pas l'oublier. Quand on regarde le bilan de la balance commerciale française, il est très déficitaire. Quand vous prenez la balance des talents français, il est très excédentaire. Nous, chez P&G, on exporte énormément de Français à l'étranger. Les Français sont demandés. Et non seulement on les exporte, mais en plus ils reviennent. Les Français sont comme des saumons, hein. Ils reviennent toujours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêts entre les Français et la France, en gros. Non, 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 ce n'est pas du tout un conflit d'intérêts. C'est juste le distinguo qui est important. C'est vrai que je disais bien tout à l'heure, effectivement, il y a la France avec l'image qu'elle peut avoir, et c'est notre job de remettre à niveau perception réalité. Et le deuxième, c'est les Français, ça a été dit, les Français sont des talents. On a une très, 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 très bonne image à l'international de la capacité qu'ont nos gens. On a des vrais talents. Les saumons remontent à la source, mais nagent à contre-courant, c'est compliqué. Fabrice Demange. Mais justement, c'est justement une grande force. Ce que j'ai demandé par rapport à ce panel, c'est qu'hier, j'ai appelé notre président et quelques dirigeants à New York et j'aurais posé la question. Donc ils m'ont parlé de AIG France, des résultats et tout, et ça va bien. Je dis non, on ne parle pas d'AIG France, on parle de la France. Dites-moi. Alors, j'ai résumé un petit peu. Les premières choses qui arrivent en premier, c'est l'image des fleurons du CAC 40, leader dans de nombreux secteurs. Ça, c'est quelque chose qui est bien reconnu. La capacité, je te rejoins Christophe, à former les talents, à innover. Le côté lifestyle, work-life balance, comme on dit en Angleterre, qui quand même, on se fait critiquer, mais en fait, ils nous envient aussi. Et la sécurité, la stabilité, avec ce qui est passé ce week-end, vendredi, ça a été un petit peu, on en a parlé, mais généralement, on a quand même cette image qui est importante, et les infrastructures. Mais en fait, en 2 ans, pas beaucoup a changé. Quand on voit, par exemple, un exemple, le 28 octobre dernier, lors du débat télévisé au Colorado entre les candidats républicains à la primaire, et que l'un d'entre eux interpelle l'autre en disant que sur un sujet référence à la France, on travaille que 3 jours, ça montre encore que l'image n'est pas passée. C'était il y a quelques semaines. Quand je crois que le candidat en question s'est excusé le lendemain. Oui, non, mais s'est excusé, n'empêche qu'il l'a dit. L'image de Air France, ça s'est passé aussi. Et c'est vrai que ça, il m'en parle aussi. Comment ça se passe et chez vous et tout. Donc, moi, je pense que quand il n'y aura pas des réformes très, très sérieuses qui vont aussi casser cette image, et je parle des 35 heures, je parle d'ISF, on m'en a parlé aussi hier quand j'ai posé la question de taxation, de perception de cette taxation. Tant qu'on n'aura pas vraiment cassé cette image, je pense que ça va être compliqué de continuer à s'améliorer. Alors, puisque vous avez la parole, vous allez la garder pour ma dernière question, et là je vais vous demander vraiment une réponse en 40 secondes, allez, pas plus, c'est s'il y avait un vœu, un seul, à formuler pour l'année qui vient ou les années qui viennent. On va franchir évidemment les échéances électorales en matière d'attractivité. Quel est pour vous, Fabrice Demange, le point essentiel? Un seul vœu, 15 secondes. S'il vous plaît, ne faites pas de pause. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections dans 2 ans qu'il faut s'arrêter, il faut aller vite, parce que ça serait vraiment, on freinerait et ça serait vraiment la mort. Donc vraiment, allez-y maintenant et ne perdez pas de temps. Merci. Jean-Pierre Le Tartre. Moi, j'ai envie de dire que le nouveau code du travail que doit nous rédiger M. Badinter, au lieu de sortir dans 2 ans, il sort avant la fin de l'année. C'est court.
Oui, allez, l'année 2016. Il y a quand même beaucoup de pages à réécrire. Justement, moi, il prend un temps, moi, il en écrira. Christophe Duron. Oui, rapidement, mais une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je lisais un article, je ne sais plus lequel, qui disait une jolie petite phrase auquel je ne suis pas du tout d'accord, qui disait « La France est le pays des Lumières, il faut juste les rallumer ». Et moi, justement, alors voilà, ça fait sourire, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'en France, justement, les lumières, elles sont allumées. Donc, mon vœu est très simple. Il faut continuer drastiquement ce programme de simplification. Il faut donner des ailes aux Français. Il faut donner des ailes à la France. Elle ne s'en sortira que plus grandie, beaucoup plus forte. Donner des ailes. Françoise Bartoli. La France, bien sûr, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de Pasteur, c'est le pays de tant d'autres qui ont complètement bouleversé la santé et la condition humaine de par le monde. Et j'ai envie de dire, la France, elle est à l'avant-garde de la science aujourd'hui. Il faut qu'elle le reste, et pour qu'elle le reste, il faut accélérer les réformes. Merci à vous de votre attention.